Vous écoutez Un long chemin, Naya, un pays en ruine et une vie à reconstruire. Première partie. Au contraire de mes sœurs qui ont bien profité pour sortir, pour s'amuser, je n'étais pas comme ça. La priorité pour moi, c'était d'acheter des livres. Quand je réfléchis, je trouve vraiment qu'on était dans une vie stable, mais il n'était pas avec une dignité pour les citoyens. On avait le droit de dire c'est suffit. On a besoin de la liberté, la dignité. Quand on a suivi de bombardements au quartier, il n'y avait pas d'électricité. Jusqu'à maintenant, je me souviens, ma petite sœur, elle avait toujours des crises pendant la nuit. Elle pleure sans raison, elle avait très peur. On était hors la vie. Je suis née à Damas, la capitale de la Syrie, 1982. Je suis une fille dans une famille composée de 4 filles et un petit garçon. À l'école où j'étais très timide, j'avais une seule amie, c'était suffisant pour moi. À domicile, au contraire, ma personnalité était totalement différente. J'étais très forte, c'est moi qui décide qu'est-ce qu'on doit jouer. J'avais d'habitudes peut-être très mauvaises. Je n'aimais pas que les autres touchent mes affaires, mes jouets, non, ne touche pas, mais ça va. Jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, tout ça a changé. Sachant que j'ai grandi dans une grande maison, avec mes cousins aussi et mes cousines, parce que c'était la maison de mon grand-père. Une maison, euh, comment on dit ça, arabe très ancien, c'est-à-dire presque 15 chambres dans la maison. Et le grand-père refuse qu'un fils sorte avec son épouse, c'est-à-dire c'était obligatoire que toute la famille reste dans la même maison. Pour ça, il y avait d'autres enfants avec nous. On a bien profité pour jouer, pour faire des souvenirs, mais finalement, actuellement, la relation n'est pas très forte, je ne sais pas pourquoi. Sachant qu'on a pensé, pendant l'enfance, qu'on est tous des frères et sœurs. Mais actuellement, après la guerre surtout, chaque personne dans un pays différent, avec sa famille, ses affaires, son travail, il n'y a pas beaucoup de temps pour échanger comme avant. Papa, il est de Damas. Maman, c'est la cousine de papa. Mais mon grand-père maternel était de Homs. Il est arrivé à Damas pour faire le service militaire. Il y avait une amitié entre mes deux grands-pères. Et c'est comme ça mon grand-père, le père de papa, qui a proposé le mariage de la sœur de son épouse. Sachant que maman, il a grandi dans la ville de Souaïda. Parce que mon grand-père il a travaillé dans le service militaire aux différentes villes en Syrie. Elle était sa cousine, mais il ne lui connaît pas. La première fois, elle rencontre papa, c'est à l'âge de 17 ans, chez la grand-mère. Et comme ça, c'était l'amour. Il décide de se marier finalement. Maman, il a étudié jusqu'à le baccalauréat. Elle n'a pas continué parce qu'elle s'est mariée à l'âge de 17 ans. Papa, il était ingénieur assistant et après, il a travaillé en mer au banlieue de Damas. On était musulmans et sunna. On savait pas qu'est-ce que ça veut dire. On savait pas qu'est-ce que ça veut dire sunna et c'était quoi le différent entre sunna, alawite, chiite. C'était pas une question très importante pour moi comme un enfant et jusqu'à maintenant, c'était pas, ce n'est pas une question importante pour moi jusqu'à ce jour-là. Mais à l'université, quand j'ai rencontré des amis ou des collègues aussi et d'autres groupes religions, j'aimais bien découvrir qu'est-ce qu'ils pensent et les détails des idées chez les autres. C'est juste pour découvrir, c'est pas pour argumenter ou dire c'est correct ou pas correct. Papa laisse l'amitié hors de la maison
toutes les relations avec les autres restent dehors. Il respecte qu'il y a une vie privée. Il ne peut pas déclarer les détails de sa vie privée devant les autres. Et il avait très peur à nous, je pense parce que on était 4 filles et le garçon est né à la fin, c'est-à-dire après 19 ans du mariage, mon frère aîné. Ma grande sœur était à l'université, la première année de l'université. Pour ça, en général, quand il y a un garçon dans la famille, c'est plus facile pour le papa. C'est-à-dire, il laisse le garçon pour sortir avec sa fille. Mais chez nous, il avait 4 filles et c'était compliqué pour lui de soigner les filles toute seule. La Syrie était totalement différente du temps actuel. C'est-à-dire, c'était une ville très ouverte. Jusqu'à maintenant, il y a plusieurs religions, plusieurs cultures. Il y avait aussi beaucoup de touristes dans cette ville et toujours il y avait de paix entre tout le monde. Personne ne pose la question, tu es de quelle religion, de quelle culture, qu'est-ce que tu penses? Du tout. On savait pas. Et c'était pas important pour les citoyens de savoir des choses comme ça chez les autres. J'ai étudié l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, dans l'institution française, dans l'institution laïque à Damas. À l'école, il y a la majorité des étudiants étaient chrétiens. Pour ça, dans la classe, on met de sapin, il y a un Père Noël qui arrive pour nous donner des cadeaux. Et on raconte à maman, on a fait une fête à l'école pour Noël. Elle propose de faire la même chose à domicile. Et papa était d'accord. Papa, il est parti à l'Arabie Saoudite en 1988 pour faire Al-Hajj, mais il a respecté les autres idées, les autres fêtes. C'est-à-dire, il voulait faire des enfants très forts, avec des mentalités ouvertes, euh, qui acceptent toutes les cultures. Même s'il était un petit peu, comment on dit, de mentalité fermée concernant les filles, il avait peur à nous, toujours d'inquiétude, mais concernant les idées, c'était la contraire. Et toujours, je me trouve dans une situation très bizarre, c'est-à-dire, on a des idées très, très ouvertes, on est forte, indépendante. Toujours, il a essayé de nous donner des notions, beaucoup de notions concernant ça, mais toujours il y avait des interdictions de faire plusieurs choses, c'est-à-dire ne pas rester longtemps à l'extérieur, vous devez faire l'attention quand vous parlez avec les autres. Il y avait plusieurs mesures, interdiction de faire plusieurs choses, mais il y avait de confiance et il connaît bien qu'est-ce qu'il fait. Son idée était, si il existe avec nous, c'est pas important qu'on fasse beaucoup de choses. C'est lui qui peut gérer tout ce qu'il faut concernant nous. Mais il voulait construire des personnalités fortes. C'est comme ça, si on reste toute seule dans un jour, on peut gérer tout ce qui nous concerne toute seule, sans avoir besoin des autres. C'était bien pour nous, mais ce que je n'aime pas dans ma personnalité, c'est l'idéalité chez moi. C'est pas chez mes sœurs. J'étais un petit peu différent des autres. C'est-à-dire, je devais prendre la note complète dans les examens. S'il manque 1 degré, c'était catastrophique pour moi. Et je pense qu'il y avait des faits négatifs concernant ma vie. Au collège, au lycée, la même chose. C'est-à-dire, je n'ai pas bien profité comme tout le monde pour jouer, pour s'amuser, pour faire beaucoup de choses parce que toujours j'étais devant les livres, je devais bien étudier, je devais bien apprendre des choses des livres, au contraire de mes sœurs qui ont bien profité pour faire d'amitiés pour sortir, pour s'amuser. Je n'étais pas comme ça. La priorité pour moi, c'était d'acheter des livres. Peut-être parce que j'étais la fille la plus proche de papa.
il était la personnalité exemple pour moi. J'ai essayé de faire le maximum pour devenir la personne exemple aussi pour lui. C'est-à-dire la fille la plus intelligente, qui a réussi toujours, qui est la première dans la classe. Pour mes soeurs, c'était pas important. Oui. Peut-être à cause de papa, parce que même s'il manque un seul note, il m'a donné des sentiments négatifs que mais pourquoi tu es comme ça? Je n'ai pas pensé que tu vas manquer une note. Mais pour mes sœurs, même elle a perdu 10 notes, 15 notes, mais c'est pas grave, bravo, tu as fait un bon effort pour ça, peut-être. Toujours j'avais le sentiment qu'il manque quelque chose, il doit faire beaucoup d'efforts pour réussir. En Syrie, il y a une idée que tous les enfants doivent étudier dans la faculté de médecine. Et parce que j'étais la meilleure personne dans la famille, toute la famille, concernant l'école. Pour ça, tout le monde attend quelque chose de moi, devenir une médecine. Mais finalement, je n'ai pas réussi. J'ai, j'ai fait le baccalauréat à l'année 2000. Avant l'examen du mathématique, le président de la République est décédé. Un jour avant, c'est Hafez al-Assad. Et pour ça, je suis restée à côté de télévision pour regarder qu'est-ce qui se passe, quel président qui nous visite, parce que pas tous les jours, il y a un président qui meurt. Je voulais profiter, pour ça, j'ai mal passé l'examen. Et j'ai pris, jusqu'à maintenant, je me souviens, 35 pour 60. J'ai manqué beaucoup de notes et pour ça, je ne pouvais pas continuer dans la faculté de médecine. J'ai choisi la faculté de droit. Papa a proposé la faculté d'économique pour d'ingénieur, mais moi, j'ai manqué des notes aux mathématiques. J'ai détesté les mathématiques. C'était très difficile de continuer 4 ans avec beaucoup de chiffres, des choses comme ça. Non, ce n'était pas possible. Pour ça, j'ai préféré la faculté de droit. Surtout parce que ma sœur a déjà commencé. J'avais une idée. C'est comment ça se passe, les méthodes aussi. Et j'ai pensé que j'avais besoin de renforcer ma personnalité, découvrir des choses concernant les lois. Elle a attiré mon attention. C'était interdit de penser ou d'avoir une idée ou une opinion concernant la vie politique en Syrie. Même quand on parle à domicile, non, non, parce que les murs ont des oreilles. On ne peut pas parler concernant ça. Toujours, on avait une idée que c'est interdit de penser, non pas de parler. Même pour penser ou pour avoir un avis politique, c'est interdit. Parce que toujours, on a entendu qu'il y a des prisons sous le sol et la personne qui réfléchit de donner des critiques contre l'État ou le président, ou on ne sait pas il sera où. Pour ça, non, on est une famille qui n'aime pas échanger concernant ça. C'est comme les plupart des familles syriennes. C'est papa et maman. Ils ont expliqué ça. Parfois, si on entend quelque chose à l'école, on raconte à maman, il dit non, 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 on ne parle pas concernant ça avec les autres. Si quelqu'un pose des questions, on n'accepte pas de répondre, on ne sait pas. On dit on ne sait pas. C'est toujours la réponse qu'on devait dire aux autres. C'était interdit de parler comme ça. Il y avait des amis à l'école qui parlent au sujet politique parce que il avait des parents militaires. Pour ça, il était normal de jeter plusieurs phrases ou de parler. Maman, il nous a dit toujours, non, n'échangez pas avec les autres concernant ça. Peut-être son père qui demande de parler comme ça devant vous pour savoir si vous êtes avec ou contre.
Mais toujours, maman nous a raconté pour les frères musulmans dans la ville de Hama et qu'il y avait un problème en 1982, l'année de mon naissance. Il nous a dit que c'est un groupe qui avait des opinions contre l'État et finalement, après ça, il a brûlé toute la ville. Ce groupe et les citoyens aussi. Pour ça, il nous a dit toujours, on doit éviter de parler des choses comme ça pour ne pas avoir le même problème des citoyens de Hama. Et il nous a raconté plusieurs choses qui s'est passées à l'année 1982. Même quand le Rifat Assad, c'est le frère de Hafez, il a obligé les femmes voilées dans la rue d'enlever le foulard. Et les citoyens de Damas voulaient sortir contre Hafez. Pour ça, il a obligé son frère de quitter la Syrie pour voyager en France. C'est comme ça pour laisser la rue calme en Syrie. Il voulait sembler qu'il est bien, qu'il respecte tout le monde, toutes les religions, mais finalement, tout le monde connaît que ce n'était pas la vérité. Il voulait faire ça juste pour garder la chaise. Quand j'ai passé le bac et Hafez Assad est décédé, c'est son fils Bachar qui serait le président de la République. Il est arrivé pour changer beaucoup de choses. Il a accepté que les citoyens utilisent l'Internet. Avant l'année 2000, il n'y avait pas d'Internet en Syrie. Les téléphones portables, ils n'existent pas avant l'année 2000. Pour ça, il est arrivé. On a pensé qu'il va changer beaucoup de choses de façon positive. Tout le monde était content parce que il y avait des choses interdites en Syrie et avec l'année 2000, tout est changé. C'est pas beaucoup de choses, mais même la vie économique était très bien. C'est-à-dire, il n'y avait pas de pauvreté en Syrie. Chaque citoyen peut se promener, aller en vacances, vivre de façon respectueuse. Il n'y avait pas une personne qui a besoin de l'aide des autres. Euh, J'étais vraiment satisfaite parce que j'ai choisi le droit. C'était très intéressant pour moi, même pour ma personnalité. J'ai découvert plusieurs choses dans les lois, droit criminel, droit civil. Il y avait beaucoup de choses à savoir et c'était très difficile de découvrir tous ces détails si j'ai choisi d'autres universités. Mais la vraie difficulté est quand j'ai obtenu la licence et j'ai commencé à chercher le travail. C'était vraiment très difficile. J'ai commencé à découvrir que vraiment il y a un problème politique dans le pays parce que tous les postes étaient pour les personnes qui sont proches du président ou des militaires. Et même si j'ai obtenu des notes très importantes, ce n'était pas possible d'avoir un travail. Est-ce que tu es du part de quelqu'un? Tu es du part de qui? C'est la question. S'il n'y a pas de réponse à cette question, ben, non, le poste pour une autre personne. C'est-à-dire, ça concerne aussi la personne qui parle pour toi. Et papa était une personne qui refuse de demander des autres. Même pour nous, on a cette idée que si on peut faire quelque chose toute seule, on ne demande pas des autres. Selon moi, c'est difficile de demander quelque chose des autres pour avoir un poste ou un travail. Et papa, il nous a dit, c'est pas obligatoire de travailler. Je suis là pour vous donner l'argent, vous n'avez pas besoin de travailler de toute façon. Il m'a conseillé, si j'ai envie de continuer mes études, de rester à l'université, inscrire en master, au diplôme. C'est juste pour ne pas rester à domicile. Tu passes le temps ou quelque chose d'utile si tu ne trouves pas un emploi. Je voulais travailler parce que toujours dans ma tête, il y avait une côté inconnue dans la société. Je n'ai pas encore découvert parce que l'échange avec des collègues à l'université, c'est quelque chose et la vie pratique, c'est d'autres choses très différentes. Je n'ai pas trouvé un emploi jusqu'à l'année 2013. Je suis restée presque 9 ans. 9 ans, j'ai passé les 9 ans avec les études supérieures. Diplôme.
Après, au début, cours de français au Centre culturel français à Damas pour faire le diplôme, qui était en coopération avec l'université Paris 2. Après, j'ai travaillé dans le domaine privé, une société des ordinateurs. J'étais comptable. Après, j'ai commencé le master. C'est comme ça jusqu'à l'année 2011. Et après la guerre, l'État a proposé plusieurs postes, mais pour des contrats CDD, pour 5 ans maximum. J'ai postulé. Il avait besoin de 5 personnes juste pour l'université de Damas. Moi, j'ai choisi de travailler à l'université pour la préparation du master. Comme ça, je reste proche de l'université et je travaille dans le même domaine juridique. J'ai postulé, il avait besoin de 5 personnes et quand j'ai passé l'examen, j'ai pris la meilleure note. La culture d'habiter seule, c'était interdit à Damas. Il n'y avait pas de femmes qui habitent toutes seules. Mais pour les hommes, déjà, était interdit. Il reste chez les parents jusqu'à le mariage. Après, il peut faire une famille toute seule. Mais toujours pour la personne qui habite seule, il est refusé par la société. Pourquoi il habite seul? Peut-être parce qu'il n'est pas bon, il veut faire des choses interdites ou pas respectueux. Pour ça, il habite tout seul. Pour ça, c'était interdit. Jusqu'à maintenant, je suis célibataire. J'ai fixé toujours pendant l'université à l'étudier. Pour ça, je n'ai pas pensé à fiancer quelqu'un, même au collège ou à les périodes de l'adolescence, il n'y avait pas des sentiments envers quelqu'un. J'avais des amis, mais pour l'amour, il n'y avait pas. Peut-être parce que j'aimais bien lire les poésies, j'ai écrit les petites histoires. Toujours, j'avais une personnalité qui rêve beaucoup, qui imagine que la vie idéale, l'amour, pour ça, c'était difficile. Il n'y avait pas de coup de foudre. Je voulais un amour fort, une famille idéale aussi. J'avais des idées très différentes du temps actuel. Oui, actuellement, avec le rythme de la vie, on est des personnes plus pratiques. C'est-à-dire, la vie n'est pas en rose comme on a imaginé déjà, à l'âge de 20 ans, 25 ans. En Syrie, plusieurs familles préfèrent le mariage traditionnel, loin de l'amour. C'est-à-dire une famille qui appelle d'autres familles pour chercher des femmes. Selon papa, il dit la personne convenable quand il arrive, soit traditionnelle ou vous connaissez cette personne, pourquoi pas. Mais c'était interdit chez toute la grande famille. Toujours, il trouve qu'il est une personne bizarre parce qu'il donne la liberté à ses filles. C'est pas comme les autres. Toujours dire papa, mais tu as fait Al-Hajj, tu as visité l'Arabie Saoudite, tu fais la prière. Comment tu acceptes que tes filles continuent des études dans une école mixte où ils ne sont pas voilés jusqu'à l'université? Papa dit non, je veux que ma fille qui choisit qu'est-ce qu'elle veut faire et si elle veut devenir voilée ou pas, je ne peux pas obliger une fille de faire quelque chose contre la volonté. Même pour le mariage, la même chose. Il nous dit si vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez sortir pour boire le café, pour découvrir la personnalité de cette personne de façon respectueuse. C'est-à-dire un café, un resto, dans une place publique, au public. Ce n'était pas interdit pour moi. Au début, quand j'ai trouvé le travail, c'est en 2013, c'est-à-dire après le début de la guerre. Quand la guerre a commencé en Syrie, on a commencé à avoir d'opinion politique, mais c'était toujours interdit de déclarer ou de participer. Il y avait plusieurs manifestations contre les régimes, mais toujours papa nous dit attention, ne pas participer, ne pas parler devant les autres, sachant que j'avais presque 30 ans, mais non, c'était interdit. Parce que s'il y aura de problèmes graves,
on peut pas résoudre les problèmes. Il y avait de bombardements au quartier où est-ce que j'ai habité. Pour ça, papa a décidé de déménager, de retourner dans le même quartier de sa naissance. On est retourné dans le même quartier. Il a loué un petit logement. Et après, j'ai trouvé l'emploi à l'université. Comme j'ai expliqué, il y avait de guerres, de bombardements. C'était difficile de sortir tous les jours. Le matin, on rentrait l'après-midi à 14h30 en Syrie, on termine le travail. Il n'y a pas de pause pour déjeuner. Pour ça, on termine à 14h30. C'était toujours compliqué, mais c'était la première fois on pouvait travailler, moi et ma sœur, ma petite sœur. Elle a travaillé aussi. En même temps, c'était difficile, mais j'étais très contente parce que j'ai fait ce que j'aime bien de faire. Le travail dans le domaine juridique, dans la place que j'aime beaucoup, c'est l'université. Je suis très proche de tout ce qu'il faut pour continuer la thèse du master. Pour le salaire, c'était interdit de dépenser à la maison. Papa, il nous a dit toujours, vous devez cacher l'argent. Si vous voulez acheter quelque chose personnel, vous êtes libre. Mais pour mettre l'argent à domicile, c'est interdit. Je suis vivante toujours. Quand je mors, vous pouvez utiliser ces argents. Papa, toujours avec cette mentalité. Même je me souviens, quand j'achète le gâteau, on était 5 personnes à domicile. Il n'accepte pas qu'on mange avant de nous donner l'argent, le prix des gâteaux. Mais papa, je ne dépense pas. J'aime bien manger le gâteau. Avec vous, je n'aime pas manger ça dans la rue. Il m'a dit, même si tu prends l'argent, après on mange. Je suis toujours vivant. Je n'en mors pas encore. C'était vraiment très difficile. Je n'ai pas imaginé dans un jour que la Syrie subit de tout ça. Quand je réfléchis, je trouve vraiment qu'on était dans une vie stable, mais il n'était pas avec une dignité pour les citoyens. On avait le droit de dire c'est suffit. On a besoin de la liberté, la dignité, parce qu'il y avait plusieurs problèmes dans l'ancien régime et on devait changer ça. Mais personne n'a imaginé que le régime de Bachar va tuer tout le monde ou bombarder les citoyens. Il y avait le printemps arabe dans plusieurs pays, mais la Syrie, c'est le seul pays qui a subi de bombardements. Je n'ai jamais vu un président qui jette les bombes, des choses comme ça chez les enfants, sur les enfants. C'était vraiment difficile. Quand on a subi de bombardements au quartier, il n'y avait pas d'électricité. Jusqu'à maintenant, je me souviens, ma petite sœur, elle avait toujours des crises pendant la nuit. Elle pleure sans raison, elle avait très peur. Moi, j'étais plus forte. Je ne sais pas si ma personnalité comme ça ou parce que ma chambre, il n'y avait pas des fenêtres. Toujours, je me sens que ça ira, ça ira. Je n'avais pas peur parce que finalement, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe, mais si le Dieu décide quelque chose, on peut pas fuir. Mais j'ai trouvé que c'est très difficile à nous de supporter tout ça. Surtout pour papa. J'avais une sœur en France. L'autre sœur, elle a décidé de voyager avec son mari et ses 4 enfants au Jordanie, au début de la guerre. Et papa reste avec deux filles et un petit garçon qui était au lycée. C'était difficile de déplacer d'une place aux places pour chercher la sécurité. Tous les voisins ont décidé de partir. On est la dernière famille qui reste dans le quartier. Papa, toujours, il ferme aux clés. Quand ils partent, il nous a dit c'est interdit de sortir. Et toujours, je me sens que les avions volent sur le bâtiment. On était au 3e étage. Le bâtiment était 4 étages. Toujours, j'entends que l'avion est très proche de nous. C'était vraiment très compliqué. Il n'y avait pas de réseau pour le téléphone portable aussi. On était hors la vie. On a perdu 2 oncles, le frère de papa. On ne sait pas comment ça se passe. Il y a un groupe qui ont
pris mon oncle et après, ils ont déposé sa carte d'identité. Ils ont donné sa carte d'identité à son épouse. Ils ont informé son épouse qu'il est décédé. Mais on ne sait pas jusqu'à maintenant il est où. Et mon oncle, le frère de maman aussi, il était conducteur de microbus. Et il y a quelqu'un qui a jeté une balle dans le couple quand il était à l'arrêt. Mais il était à l'arrêt et des personnes dans le bus qui ont parti avec lui à l'hôpital, mais il est décédé avant d'arriver à l'hôpital. C'est un jour avant l'Aïd, la grande fête, en 2012. Le problème, que chaque personne jette l'histoire à l'autre. Mon oncle était chiite. Il y a des personnes qui disent peut-être parce qu'il était avec le régime, ou il y a des personnes qui disent peut-être parce qu'il est contre le régime. On ne sait pas jusqu'à maintenant. Mais selon son prénom, il avait un prénom chiite. C'est lui qui a choisi de changer son groupe religieux, mais on ne sait pas pourquoi ils ont choisi cette personne. Mais c'est la vie comme ça, parce que son épouse est décédée 25 jours après lui. Elle était avec ses enfants dans le taxi. Son père était avec elle aussi. Et finalement, il y avait de conflits armés dans le quartier. Et ils ont tué la maman et le conducteur. Les enfants qui étaient dans le siège derrière descendent sous le siège. Il avait 4 enfants, 3 ans, 5 ans, 7 ans et 9 ans. 4 petites filles. Ils ont perdu le papa, la maman pendant un mois, de 2 façons différentes. C'est le frère de maman. Il avait 32 ans. Papa, il a travaillé à mer. Il avait des dossiers avec des informations officielles concernant les personnes qui arrivent pour demander les services, l'identité, les photos. Et les branches de sécurité commencent à contacter papa pour chercher des informations concernant ces personnes qui sont peut-être contre les régimes. Papa, il a refusé de partager les informations avec l'État. Il dit non, parce que chaque personne entre ces personnes, il a des parents et il a le droit de dire c'est interdit aux dictateurs de tuer les autres. Et papa a refusé de partager les informations avec l'État. Il a trouvé que la meilleure solution de fuir de la Syrie, prendre la mer entre la Turquie et la Grèce, comme la plupart des personnes. Il a proposé cette idée et toute la famille était d'accord, sauf moi. Je ne pouvais pas imaginer que je moure dans la mer. Je ne pouvais pas imaginer ça. C'était compliqué à papa d'accepter ça. Comment je peux voyager avec toute la famille et tu restes là, sous la guerre, sous le bombardement? Je lui dis finalement, j'ai trouvé un emploi, j'ai commencé de préparer le doctorat en droit et je ne peux pas quitter tout ça pour mourir en la mer. Je ne peux pas. Et si je vais mourir, soit dans la mer ou sous le bombardement, c'est la même chose. Ce n'est pas très, très différent. Je ne sais pas comment il a accepté. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en 2015, comment il a accepté. Personne n'imagine que papa va accepter de laisser une fille toute seule, sachant qu'il avait toujours d'inquiétudes concernant nous jusqu'à le master. C'est lui qui m'emmène à l'université. Il me cherche de l'université le soir. C'était interdit de sortir, surtout pendant la guerre. Mais comment il a accepté de me laisser toute seule en Syrie, on comprend pas jusqu'à maintenant qu'est-ce qui se passe. J'ai changé le logement un jour avant le départ de mes parents. J'ai préféré rester dans un logement proche de l'université. C'est dans le même quartier de l'université. Et ils ont décidé de partir le 5 août 2015. Ils sont sortis de la Syrie. Papa, maman, mon frère et ma sœur. Il m'a donné tous les dossiers, tous les papiers officiels et il m'a dit de faire l'attention pour ne pas partager ces papiers avec aucune personne. Pour la sécurité de tout le monde qui ont donné la confiance à papa. Il m'a dit attention pour les dossiers. C'était vraiment très difficile, mais on n'avait pas d'autre choix. Soit on perd papa,
s'il refuse de partager les informations avec l'État ou pour la sécurité de nous aussi. Parce que s'il reçoit des menaces concernant une fille, je ne sais pas qu'est-ce qu'il devait faire. Il n'a pas informé l'État aussi. Il était un maire, il avait un tampon, il devait déposer les tampons à la préfecture, mais il n'a pas fait ça. Pour ça, plusieurs personnes m'ont dit attention, ton papa son nom est demandé par les branches de sécurité. S'il rentre en Syrie, il y a de risques parce qu'il est sorti sans informer l'État. Au début, je préfère ne pas partager ça avec même les amis pour ne pas savoir que je suis toute seule. C'est juste les personnes qui étaient très proches qui connaissent ça. Finalement, une personne qui a partagé cette information confidentielle et le problème commence avec moi en septembre. C'est un mois après le départ de mes parents, j'ai commencé à recevoir des messages de menaces sur le Facebook, des comptes anonymes. Merci d'avoir écouté Un long chemin. On se retrouve dans 2 semaines pour la seconde partie du récit de Naya. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner. Un grand merci au Centre social Maryse Bastier pour leur soutien et pour m'avoir permis d'enregistrer mes interviews dans leurs locaux.